circonstance et qu'il avait été inauguré il y a quelques années. Monsieur Arnaud Master est philosophe, il est franco-allemand, né en Pologne, vous voyez, très international, et il est maître de conférences honoraire à l'université Jules Verne de Picardie. Sa spécialité, il y en a plusieurs, c'est la philosophie française du XXe, surtout du côté Sartre. Donc vous savez qu'il y a eu un grand débat entre Camus et Sartre, donc M. Master va être très bien placé pour nous en parler. Et les philosophes allemands du XIXe siècle, aussi très riche sujet. Je le laisse compléter et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Oui, merci, ça fait la présentation. Je suis heureux de pouvoir commencer cette conférence ce soir ici à la bibliothèque du Serra de Nice, d'autant plus. Donc, l'essai sur Camus dont je vais parler ce soir, je dois vous avouer que je l'ai écrit ici, c'est-à-dire dans cette bibliothèque, en tant que lecteur, dans la dernière année, juste après notre déménagement de Paris à Nice, au moment où j'ai pris ma retraite comme maître de conférence de philosophie de l'Université d'Amiens. Donc ça me fait plaisir d'évoquer ici ce grand écrivain, philosophe, Albert Camus, auquel est consacré mon dernier essai. Et si vous permettez, je voudrais vous introduire, vous demander l'autorisation de faire d'évoquer quelques petits souvenirs que j'ai conservés en tant qu'étudiant, concernant mes toutes premières rencontres littéraires, pas personnelles, bien sûr, avec Camus, à l'université allemande, pendant mes années d'études, à l'université de Tübingen. Donc, parce que si mes souvenirs sont bons, ma première rencontre intellectuelle avec Albert Camus remonte à ces années d'études, au début des années 60, où j'avais à l'époque, j'avais 23 ans, où le Zimmertheater, ce petit théâtre situé à proximité de la fameuse tour, où le vieux Hölderlin avait passé de la tourmente et de la folie les dernières années de sa vie à Tübingen. Donc, ce théâtre avait affiché Les Justes, la représentation des Justes d'Albert Camus. Et bien sûr, curieux de mieux connaître ce grand écrivain, philosophe français, dont la disparition subite et tragique avait déjà fait la une des journaux en janvier 1960, je suis donc allé assister à la représentation de cette pièce de théâtre en tentant de me plonger dans l'univers de ce penseur dont je ne connus jusqu'à ce jour-ci pas plus que le nom. Donc je fus retourné et bouleversé, et extrêmement touché par le message philosophico-politique de cette pièce et par sa dialectique, qui à certains moments me semblait être assez proche de celle de l'existentialisme sartrien, même s'il y avait des différences. Et à ce moment, donc, je n'avais pas encore lu grand-chose de Camus, sauf les lettres à un ami allemand que j'avais acquis chez un bouquiniste de la Seine, à Paris, lors de ma toute première visite à Paris, en juillet 1958. J'avais déjà entendu parler de la peste et de la chute, mais comme d'ailleurs la plupart de mes camarades étudiants qui fréquentaient l'Institut de langue romane de l'Université de Tübingen et sa grande bibliothèque, dont on avait une magnifique vue sur le fleuve Neckar, les collines de l'Alpe Souabe, j'avais préféré, moi, lire Sartre à l'époque, à savoir L'être de néant, Les mouches, huis clos, Les chemins de la liberté, en négligeant celui qui avait la réputation d'être son plus grand rival chez les existentialistes, à savoir Albert Camus. Donc il a fallu plusieurs décennies, nous sommes plusieurs décennies pendant lesquelles je me suis efforcé d'étudier en profondeur l'œuvre du philosophe Ernst Bloch et de celle de Jean-Paul Sartre, ainsi que quelques rencontres avec certains spécialistes de la pensée d'Albert Camus,
jusqu'à ce que je me sente moi-même enfin mûr et apte à me familiariser avec la pensée de cet écrivain, philosophe, essayiste, homme de théâtre à tous égards exceptionnel, qui est Camus, dont l'œuvre et l'engagement rivalisaient certes avec celle de Sartre, mais qui n'avait probablement pas réellement mérité d'être attaqué et rejeté par certains, avec autant de véhémence, par exemple lors de la controverse autour de l'homme révolté en 1952. À vrai dire, c'est la lecture tardive de l'homme révolté qui m'a fourni, après la rédaction et la publication de mes 3 livres sur Sartre, une sorte de clé d'entrée et d'accès à cette œuvre si riche, si profonde, si marquée par la sincérité d'un grand humaniste et mon admiration, malgré la persistance de quelques réserves d'ordre philosophique et politique à l'égard de ce grand contemporain et rival de Sartre, date sans nul doute de ces lectures où Camus s'avérait être, entre autres, non seulement un parfait connaisseur de l'œuvre de la pensée de Nietzsche, mais aussi des penseurs libertaires, et où la confrontation difficile et tenace menée par Camus sur le plan théorique avec Marx, le marxisme et surtout le stalinisme atteignait parfois des sommets tout à fait inattendus. Or, malgré donc mon premier engagement plutôt pro-sartrien, donc je n'étais pas tout à fait satisfait, pour vous expliquer la genèse donc, de cet essai sur Camus. Je n'ai pas tout à fait satisfait de la façon dont cette controverse a été menée en 1952, ni de la part des sartriens, comme Francis Janson, ni de la part de Sartre lui-même, car il y avait là, notamment après la publication de l'article très critique à l'égard de Camus par Francis Janson dans les temps modernes du mois de mai 1952, mais aussi de la part de Sartre lui-même, dans sa réplique à la réponse de Camus du 21 juin 1952 dans les temps modernes, il y avait là une sorte d'engrenage, voire une surenchère polémique qui était un peu gênant. Donc, puisque cela créait vraiment l'impression de l'existence donc, de 2 camps littéraires, philosophiques, idéologiques et politiques adverses qui, à côté, tiraient impitoyablement sur les positions du camp ennemi, du camp adverse, sans être encore en mesure d'évaluer objectivement donc, les grands mérites de l'auteur de l'homme révolté. D'un livre, donc, d'ailleurs, qui avait certes aussi ses faiblesses, mais qui, je pense, n'avait quand même pas mérité, finalement, ce grand mépris de la part des Sartriens. Or, c'était la guerre froide, il faut comprendre le contexte historique quand même, et c'était la décision de Sartre, de Simone de Beauvoir et de leurs amis d'être les compagnons de route communistes. Donc, cette décision prise en 1952, exactement coïncidait avec donc, la parution de l'homme révolté de Camus. Donc, il y avait donc, voilà, c'était ce contexte aussi de refus de Sartre, des Sartriens, de l'anticommunisme à l'époque des persécutions et purges politiques organisées aux États-Unis par le sénateur McCarthy. Tout cela avait évidemment beaucoup influencé ce jugement très critique, cette condamnation de Camus par Sartre, où Camus était accusé d'avoir négligé d'analyser les contradictions économiques, la lutte de classe, la dialectique de l'histoire. Et avec cela, Camus donc, a été vraiment anéanti par le verdict de Sartre, qui est tombé donc, en août 1952 dans son article assassin dans la revue des temps modernes. Donc Camus, donc, on a été mortellement blessé, tout ce qu'on puisse dire, parce que tous les contacts avec Sartrien étaient désormais coupés. Et bien sûr, Sartre et le groupe d'amis autour de l'entouraient, Sartre, était accusé d'avoir exécuté Camus méchamment, symboliquement, sur la scène littéraire et philosophique internationale et parisienne. Donc la publication de l'homme révolté par Camus n'avait été que le prétexte peut-être pour un règlement de compte idéologique et politique préparé depuis un certain temps pour marginaliser un rival littéraire et philosophique gênant. Donc moi j'ai voulu éclaircir un peu cette tension et j'ai voulu rendre justice
dans cette polémique aux deux côtés, pensant qu'évidemment il y avait là une surenchère polémique, donc qu'il fallait reprendre les choses en se retournant vers le texte de Camus pour dédramatiser cette fausse cette polémique très, très gênante. Et évidemment, quand on lit Sartre lui-même, je pense, avait aussi un réflexe de ce type, parce que quand on lit l'article nécrologique que Sartre a publié en janvier 1960, après la mort subite de Camus dans un accident de la route près de Sens, donc Sartre a la surprise générale. Donc cet article est globalement assez élogieux à l'égard de Camus, même si le tout dernier paragraphe comporte une petite pique, où l'on a l'impression qu'il y avait là une certaine volonté de la part de Sartre de réparer a posteriori un peu les choses, car c'est quand même un hommage, l'hommage d'un ex-ami dont la société ne peut pas, dont la sincérité ne peut pas être contestée. Donc Sartre offre quand même généreusement à la veuve de Camus de son aide économique. Mais bien sûr, les Camusiens n'étaient pas prêts à accepter cela. Alors, ce qui faisait que commençait donc avec la rupture spectaculaire de Camus avec Sartre, de Sartre avec Camus en 1952, une sorte de guerre de tranchées littéraires, philosophiques et politiques entre les deux camps, qui n'était jamais terminée et qui rebondissait toujours, notamment après la publication du grand livre sur Camus par Olivier Todt, publié en 1996 chez Gallimard, et un grand nombre d'autres essais publiés par les Camusiens, notamment à l'occasion de la commémoration du centenaire de la naissance d'Albert Camus en novembre 2013. Donc d'ailleurs, c'est pour cette date aussi là que j'aurais voulu publier mon essai, mais il y a eu un retard chez l'éditeur, de sorte que le livre ne pouvait sortir qu'en février de 2014. Donc c'est pas pour rendre justice dans cette affaire que je me suis volontairement jeté pendant toute l'année 2013 dans une relecture passionnée de l'embryoloté et aussi des autres Camus, une lecture que je souligne impartiale et de cet essai très controversé, dans le but d'en reconstruire les grandes lignes, tout en soumettant certaines affirmations philosophico-politiques exprimées dans cet essai par Camus à une critique. Donc il est vrai que j'avais pu lire entre-temps, donc avant d'affronter un ouvrage si monumental que l'embryoloté, l'autre ouvrage, comme Le mythe suicide, notamment l'étranger, étant toujours à la recherche de l'essence de cette pensée originelle, échappant à toute catégorisation et systématisation facile et gratuite. Donc, il ne m'avait pas échappé, par exemple, que Nos, une des premières nouvelles du jeune Camus, comportait déjà des passages d'une valeur littéraire exceptionnelle, marqués par un nietzschéisme très méditerranéen. Qu'il y avait là aussi une force de vision et de transgression unique, même un culte, une métaphysique de la terre, du corps et du soleil qui fascinait énormément. C'était pour découvrir ce midi nietzschéen du cri textuel mis en exergue par certains commentateurs, qui est sans nul doute une des caractéristiques les plus majeures de l'écriture philosophique essayiste de Camus. Mais pourquoi Camus pouvait-on se questionner, oppose-t-il d'une façon si radicale, dans ce contexte précis, la nature à l'histoire, la morale à l'action, l'individu isolé dans son solipsisme au groupe ou à la société tout entière, le sujet au mythe? Pourquoi l'économie, sa critique et l'histoire sont aussi absents dans ces réflexions? En faisant la sorte, Camus n'est-il pas, d'une certaine manière, plus proche des Grecs anciens que de nos contemporains? Sa vision du monde n'est-elle pas, comme le soulignent certains commentateurs, ou par exemple Étienne Barillier, réductible à une autophilie? Enfin, Camus est-il vraiment philosophe? C'est ça la grande question. Et Étienne Barillier n'est pas le seul commentateur à lui nier ce titre, parce qu'il affirme que Camus n'est pas un philosophe. Je ne crois pas à la raison de Camus, sans le dire. Voit-il alors effectivement la raison comme une fleur malsaine de la passion?
Et cela ne signifie-t-il pas de déclarer la guerre aussi à Kant, à Hegel et en un sens aussi à Marx, en puisant dans l'arsenal théorique des objections qu'il a formulées contre ce rationalisme par Kierkegaard et par Nietzsche? Donc je dirais que c'est difficile pour donner une réponse immédiate à ces questionnements, c'est extrêmement complexe. Mais je dirais que l'œuvre camusienne est en effet, dès ses tout premiers écrits, un hymne à la nature, au ciel, au soleil, à la Méditerranée, un homme dionysiaque qui atteste ce sentiment étrange et païen de la nature et qui marque en profondeur un récit comme Nos, où l'essai d'été a agi. Mais c'est aussi le culte de la nudité de l'homme exposé directement aux forces de la nature, d'un homme nature, exhibé ici contre l'homme conscience, cartésien et hegelien, faisant complètement abstraction de son corps, en s'adonnant à des réflexions purement rationalistes. Ainsi donc, comme le souligne entre autres Étienne Barillier, par ses noces avec le monde, l'homme, pour Camus, redevient chair, avec juste le peu de conscience qu'il faut pour jouir de ce retour à l'élémentaire. La séparation cartésienne entre corps et âme étant suspendue, l'homme est, selon Camus, sous l'union du total du corps et de l'âme, traversé par le vent de Djémila. Il serait pourtant aberrant de ne pas s'en rendre compte dans cette célébration de l'homme chair et de l'homme nature par Camus, de l'influence que Nietzsche a exercée sur Camus. En revendiquant par exemple dans la généalogie de la morale, contre une morale du ressentiment, de la culpabilisation et du refoulement des instincts naturels, des droits du corps et de la chair, niés par toute une tradition philosophique rationaliste et chrétienne. Il s'agit là incontestablement d'une référence à Nietzsche, mais sans aucun culte excessif du surhomme nietzschéen. C'est la célébration littéraire de l'union extatique où le ressentiment au monde, le dire oui nietzschéen au monde devient consentement au néant dans le cadre d'une prise de conscience de l'absurdité du monde. Mais la conscience humaine peut-elle être sérieusement réduite à un néant? Autre grande question. Donc, ce qui frappe évidemment chez Camus, c'est cette analogie du paysage et de l'état d'âme, cette application de l'émotion et de la topographie, soulignée entre autres par le professeur allemand de rhétorique à l'université de Tübingen, Walter Jens. C'est une célébration littéraire quasi unique dans le monde de la postérité en monde et d'une pensée du Midi. Qu'un être positif au vitalisme nietzschéen plonge volontairement dans une sorte de réjouissance cosmique, en fêtant le sens et en opposant à l'ascétisme chrétien et religieux le mot d'ordre vitaliste. Il faut vivre ici et maintenant. Il s'agit donc chez Camus de l'affirmation d'un dionysisme vitaliste, qui plonge ses racines non seulement dans Nietzsche, mais aussi dans Plotin, à savoir de la conception néoplatonicienne de l'âme, comme médiation entre l'un absolu et le monde de l'intelligible, avec une accentuation très forte de tout ce qui est beauté et sensualité. L'orientation quasi naturelle de Camus pour le mythe de Sisyphe et la mythologie grecque ne semble être que la conséquence logique de cette pensée anthropologique fondée sur l'union de l'homme à la nature, au soleil et à la mer, sur cette synthèse entre les forces naturelles et la force de l'âme humaine. Donc dans le mythe de Sisyphe, cet investissement du mythe grec par Camus atteint-il sans nul doute son sommet absolu et en même temps sa toute première grande performance littéraire. En choisissant cette figure emblématique de la mythologie grecque comme incarnation et symbole de sa philosophie de l'absurde, Camus s'exhibe ainsi pour la première fois, sans vouloir pourtant l'admettre réellement, comme un penseur existentialiste, mais avec beaucoup de réserves exprimées en même temps à l'égard de l'existentialisme sartrien et son ontologie phénoménologique de l'être et du néant, en mettant plutôt l'accent sur l'impossibilité, le non-sens, sur l'absurdité et la vanité de l'action humaine dans ce monde de l'injustice. Donc, il est vrai il est vrai que l'auteur du mythe de Sisyphe, de l'étranger et de l'homme révolté,
ne voulait pas être classé comme existentialiste. Il ne voulait pas être un second Sartre. Donc, ce qui explique pour une grande partie donc, de ses réactions aux critiques qui lui avaient été adressées, entre autres par le camp sartré, après la publication de L'Homme révolté. Mais en même temps, nul ne peut réellement ignorer le grand talent philosophique de Camus, sa profonde inspiration par Nietzsche, par Plotin, hélas non lisse par son mentor Jean Grelier, comme le note son biographe Olivier Todd. Camus, avec son style plutôt littéraire, contribua incontestablement à des avancées philosophiques, sinon en s'opposant à l'esprit de système hegelien. Or, après avoir placé le tout premier cycle de son œuvre sous le signe de l'absurdité, donc ce premier cycle de l'œuvre que forment L'étranger, le mythe de Sisyphe et Caligula, Camus aborde donc dans son deuxième cycle, dans son essai de l'homme de l'année 1951, explicitement le thème de la révolte et de la révolution. Nous allons donc examiner ces deux thèmes qui sont de première importance, évidemment, de la pensée de Camus dans cette deuxième période. Donc, quelle est la révolution dans L'Homme révolté? Quelle est sa notion de révolution? N'est-ce rien d'autre qu'un mouvement qui boucle la boucle, qui passe d'un gouvernement à l'autre après une translation complète? S'interroge Camus. N'est-ce pas plutôt un manifeste justifiant la révolte individuelle sous toutes ses formes, mais critiquant et rejetant en même temps la révolution comme une action organisée étouffant la révolte? Alors, analysons donc d'abord cet aspect. Selon la définition fournie par Camus, c'est a priori la révolte, c'est l'insertion d'une idée dans l'expérience historique. À savoir que c'est une insertion que postule un lien direct entre l'idée et l'action. Selon Camus, la révolution, au fur et à mesure qu'elle s'efforce à insérer dans l'histoire l'absolu métaphysique, n'est que cette volonté d'insertion. Mais en la réalisant, en faisant appel à d'importants sacrifices humains, elle, et ça c'est la profonde conviction de Camus, elle dévie notamment en étouffant sous ses pieds la révolte. En trahissant ses propres idéaux, elle échoue notamment par l'excès de violence et de crimes commis en son nom. Il n'est pas faux de prétendre qu'au moins dans une large partie, l'histoire et l'évolution du XXe siècle a donné raison à cette hypothèse camusienne. Mais Camus ne veut évidemment pas se borner à la seule description du phénomène révolutionnaire en général, à travers le prisme de ce scepticisme, ni analyser en détail les causes historiques et économiques des grandes révolutions et de leur échec. Il s'agit surtout, et au premier lieu pour Camus, de valoriser la révolte individuelle, de stigmatiser la dégénérescence des révolutions, et notamment des révolutions historiques du XXe siècle inspirées par Marx, en un pouvoir et un empire totalitaire, où l'homme révolté sera anéanti par une machine étatique ultra-bureaucratique et inhumaine, s'imposant comme nouveau pouvoir absolu. Donc la faute idéologique et théorique pour la jeunesse et les pratiques de ce totalitarisme, par exemple dans le cas de l'Union soviétique, après la révolution d'octobre, soit attribuée par Marx non seulement à Lénine, Trotsky et Staline, mais aussi à Marx, nous semble pourtant fragiliser un peu l'argumentation de l'auteur de L'Homme révolté et indiquer que les lectures camusiennes de Marx, très influencées en de multiples aspects par certains auteurs libertaires, portent aussi malheureusement la marque d'une certaine incompréhension à l'égard de la théorie marxienne de l'émancipation et de la révolution sociale. Donc, si on compare les positions respectives de Camus et de Sartre par rapport à la révolte, la problématique de la révolte et de la révolution, alors on parvient au résultat suivant. Donc pour Sartre, la révolte, c'est le seul chemin de l'esclave pour échapper à la déshumanisation de l'homme. C'est le refus concret dans les actes du pouvoir du maître. Il s'agit donc d'un refus concret et individuel, donc d'un terrorisme anarchique.
Là, Sartre est en effet très proche de la définition de la révolte de Camus dans l'homme révolté, paradoxalement, pourrait-on dire. Donc, évidemment, je cite l'esclave, l'esclave se révolte, évidemment c'est le modèle du maître esclave, de la phénoménologie hegelienne, l'esclave se révolte individuellement, tente de tuer le maître ou le surveillant, met le feu aux granges, à la maison, et est immédiatement mis à mort. La situation veut que la vraie morale humaine prenne naissance dans cet acte isolé, donc purement individuel, de violence purement négative. Donc la revendication de la simple possibilité pour l'homme d'être humain dans un monde humain, c'est-à-dire d'être une libre transcendance dans le monde, ne peut se présenter que comme destructrice sans contrepartie d'un ordre humain. Ce qui souvent explique que le violent ou l'incendiaire, son acte de destruction commis, ne le comprend plus. Il a commis contre l'ordre, et dans l'acte même se trouvait une compréhension d'un autre ordre dont il ne savait pas s'il se dévoilerait sur la simple ruine de l'ordre établi ou s'il faudrait l'inventer. Voilà, fin de la citation. Donc là, Sartre n'est pas très loin de Camus, qui, dans L'homme révolté, affirme que l'acte révolte, que l'action du révolté est simultanément un acte de destruction et d'affirmation. L'affirmation d'un ordre nouveau, un ordre moral et sociétal autre. Que le révolté dit non, seulement non, mais aussi oui. Donc il n'est pas a priori nihiliste dans ses actes, mais que cette violence destructrice comporte en même temps l'affirmation positive d'autres valeurs opposées aux valeurs de l'ordre existant. Donc l'homme révolté n'est pas un nihiliste. Donc, cependant, Sartre, lui, se démarque un petit peu de Camus dans son texte en soulignant, c'est dans les cahiers pour une morale de Sartre, en soulignant que le révolté, une fois l'acte accompli, se retrouve du côté de l'ordre établi. Rien ne s'est produit, sauf un petit désordre local, et l'incendiaire, repris par l'ordre, va déclarer devant le juge « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Donc la violence a donc, comme ça, une autre source, la faim, l'interdiction du maître de manger de la viande, etc. Donc la révolte de l'opprimé dévoile les forces implicite de violence dissimulée sous le régime d'ordre. Ça, c'est pour l'essentiel de la théorie, de la conception sartrienne de la révolte. Et évidemment, dans une dizaine de pages, tout à fait remarquable, Sartre analyse le rapport maître-esclave, évidemment inspiré de Hegel, mais aussi avec quelques regards en direction de Georges Sorel, auteur de Réflexions sur la violence, 1908, que Sartre cite à propos de l'apologie de la violence des opprimés par ce dernier, par sa théorie de la grève générale insurrectionnelle. Donc la violence est-elle un mal nécessaire, comme dit Camus, se questionne Sartre, ou un bien, comme le veut Sorel? Et la réponse qu'il donne à ce questionnement est assez claire. Voilà, citation, la violence est un mal absolu du point de vue de l'autre et du point de vue de l'autre en moi. Et c'est d'ailleurs de ce seul point de vue qu'elle se constitue comme violence. C'est-à-dire issue de l'impossibilité d'être homme. Et donc, inhumaine, elle est la seule voie possible à l'humain et contient en elle la compréhension implicite de l'humain. Désordre dans son principe, elle est destruction de l'autre ordre qui est la préparation de l'ordre dans le désordre absolu. Donc, parce que l'ordre est donc le pire désordre. Pour un mot, donc la violence est l'intermédiaire, la médiation, le devenir est quant à elle supérieure dans son ambiguïté même à toutes les formes de stoïcisme ou de résignation. Or, évidemment, il fait clair qu'il y a un désaccord profond entre Camus et Sartre à propos justement de la violence, de la violence dans la révolte et dans la révolution. Donc, je rappelle, là il faudrait rappeler seulement donc, dans le 5e chapitre intitulé La pensée du midi, Camus, de l'homme révolté, Camus
Camus réussit vraiment à définir avec une force de conviction incontestable l'essence même de la révolte, à la description de son contenu et de ses limites. Et le problème que Camus s'efforce de résoudre avec ses réflexions, tournant toujours autour de la question de la révolte ou du meurtre, ne sont pas faciles. Voilà ces questionnements. Sommes-nous encore dans un monde révolté? La révolte n'était pas devenue, au contraire, l'alibi de nouveaux tyrans. Le nous sommes, contenu dans le mouvement de révolte, peut-il sans scandale et sans subterfuge se concilier avec le meurtre? La révolte était un acte de résistance individuelle, opposé au collectif, voire à la société tout entière. Ou plutôt, doit-elle, sous certaines conditions, déborder du je suis vers le nous sommes? La révolte ne tire-t-elle pas sa force morale avant tout du fait qu'elle assigne à l'oppression une limite en deçà de laquelle commence la dignité commune à tous les hommes, en définissant une première valeur? Et comme Camus le met en évidence, une des caractéristiques majeures de la révolte est que le révolté coupe le monde en deux. Il se dresse au nom de l'identité de l'homme avec l'homme et il sacrifie l'identité en consacrant dans le sang la différence. Son seul être au cœur de la misère et de l'oppression était dans cette identité. Le même mouvement qui visait à l'affirmer le fait donc cesser d'être. Il est évident que pour Camus, le meurtre commis par le révolté, pensez clairement aux anarchistes russes, surtout à Kaliaev, dans la pièce Les Justes, est une exception désespérée parce que l'effraction qu'il effectue dans l'ordre des choses est sans lendemain. Il est insolite. Il est la limite qu'on ne peut atteindre qu'une fois et après laquelle il faut mourir. Ce qui compte, c'est en revanche le fait que tout révolté, par le seul mouvement qui le dresse contre l'oppresseur, plaide pour la vie, s'engage à lutter contre la servitude, le mensonge et la terreur, et affirme le temps d'un éclair que ces trois fléaux empêchent les hommes de se retrouver dans la seule valeur que puisse les sauver du nihilisme. Donc ce qui le motive, ce n'est donc pas le désir de liberté totale, revendiquée par Sartre, mais cette insurrection morale contre la servitude et l'oppression qu'avait déjà évoqué Étienne de la Boétie. Pour Camus, en défiant encore une fois Sartre, la révolte n'est nullement une revendication de liberté totale. Au contraire, le révolté fait le procès de la liberté totale. Elle conteste justement le pouvoir illimité qu'autorise un supérieur à violer la frontière interdite. La révolte veut qu'il soit reconnu que la liberté a ses limites partout où se trouve un être humain, la limite étant précisément le pouvoir de se révolter de cet être. Fin de citation. Donc c'est la raison pour laquelle donc, le révolté, selon Camus, même s'il doit revendiquer une certaine limite pour lui-même, ne doit en aucun cas détruire l'être et la liberté de l'autre. Il n'humilie personne. La liberté qu'il réclame, il la revendique pour tous. Celle qu'il refuse, il l'interdit à tous. Il n'est pas seulement esclave contre maître, mais aussi homme contre le monde du maître et de l'esclave. Or, avec ces affirmations, Camus oppose en effet aux conceptions nihilistes de la révolte une conception assez nietzschéenne, vitaliste, parce que dionysiaque, qui célèbre l'homme révolté comme homme créateur et homme artiste, niant les valeurs établies, tout en reconnaissant la validité de la dialectique hegelienne de la servitude et de la maîtrise dans la phénoménologie. Il marque donc une double distance, premièrement par rapport à la conception existentialiste sartrienne de la révolte, et deuxièmement par rapport à la vision marxienne de la révolte qui privilégie la détermination sociale et socio-économique de la révolte comme mouvement insurrectionnel de protestation. Mais en même temps, cette conception camusienne, nietzschéenne de la révolte me semble frôler aussi parfois celle de Stéphane Hessel, qui, avec son mot d'ordre « indignez-vous », a fait de l'indignation face aux injustices dans ce bas monde le mot clé d'un mouvement de protestation et de révolte individuelle et collective qui, dans ses diverses facettes, allant des indignados jusqu'à Occupy Wall Street, a bien réussi à lancer un grand cri de révolte à l'échelle mondiale contre les injustices créées entre autres par l'oligarchie financière et l'ordre économique néolibéral. Ayant en commun avec Camus
l'identification du révolté avec l'homme qui, face aux horreurs, aux injustices et à l'inhumanité, ose dire non. Donc la révolte de Stéphane Hessel se distingue cependant de celle préconisée par Camus seulement par le fait qu'elle n'est nullement articulée, comme celle de Camus, à un quelconque dionysisme nietzschéen ou une vision esthétique de la vie, mais qu'elle a une motivation exclusivement et profondément morale, et celle de Camus aussi, évidemment. S'il y a révolte, c'est que le mensonge, l'injustice et la révolte font en partie la condition du révolté. Il est, pour ainsi dire, en état d'insurrection morale permanente. La valeur, citation, la valeur qui le tient debout ne lui est jamais donnée une fois pour toutes, il doit la maintenir sans cesse. L'être qu'il soutient s'effondre si la révolte à nouveau ne le soutient. Fidèle à ses origines, le révolté démontre dans le sacrifice que sa vraie liberté n'est pas à l'égard de sa propre mort. Donc il découvre en même temps l'honneur métaphysique. Kaliaïev se place alors sous la potence et désigne visiblement à tous ses frères la limite exacte où commence et finit l'honneur des hommes. Donc l'élan révolutionnaire du révolté est donc étroitement déterminé par les exigences de la justice et de la liberté, deux principes qui, comme l'histoire de la Révolution l'a montré, peuvent aussi entrer en conflit, puisque la liberté absolue, c'est le droit du plus fort de dominer. En revanche, la justice absolue détruit, elle, la liberté. Ça, c'est l'argument de Camus, et c'est un argument, vraiment, totalement contre sa vraie base, parce que c'est de ce constat que Camus déduit alors la thèse de l'opposition irréductible entre le mouvement et la révolte et les acquisitions de la révolution. Il affirme pour l'essentiel que la révolution se propose, dans un premier temps, de satisfaire l'aspect de révolte auquel elle doit sa naissance, mais dans un second temps, elle s'oblige à nier pour mieux s'affirmer elle-même. Et se met alors à réprimer et à étouffer la révolte. Et finalement, la révolte, la révolution, voilà, elle dévore ses enfants, dit Camus. Donc, voilà donc pour la différence, n'est-ce pas, des deux visions de la révolte, de la révolution de Sartre et de Camus. Donc, on a beaucoup parlé, beaucoup évoqué l'ambiguïté de Camus, à propos de plusieurs aspects. Évidemment, l'ostracisme de Camus a été la victime, mais il est, en un sens, encore aujourd'hui, mais beaucoup moins peut-être que dans les années 50 et 60, et sans aucun doute lié plutôt à son ambiguïté, plutôt politique que philosophique. Ambiguïté marquant en effet l'image de l'auteur de l'homme révolté, couronné par le prix Nobel de littérature en 1957, notamment pendant les années de la guerre d'Algérie, où l'attitude prudente, hésitante, pourrait-on dire, peu conséquente en un sens de Camus, contrastait en effet beaucoup avec celle d'un Sartre, appelant solennellement à soutenir la résistance armée du FLN contre le régime colonial français en Afrique du Nord. Appelons seulement que Camus, qui pensait effectivement beaucoup à sa mère vivant en Algérie, n'était pas, malgré ses critiques exprimées à l'égard du colonialisme, partisan de l'indépendance de l'Algérie. Il était pour la cohabitation politique des Européens et des musulmans dans un État ayant un statut d'autonomie dans le cadre de la République française. Donc il y a, à l'origine de cette attitude, il y a sans nul doute, partout aussi dans ce qui concerne cette question politique, qu'il y a sans nul doute ce refus, à l'origine, ce refus de Camus d'approuver des actes de violence ou de contre-violence, soulignés par souvent par Sartre, dans la réseau dialectique ou dans le chapitre par exemple, parce que la violence cause la mort de personnes, toujours la mort de personnes civiles innocentes, femmes et enfants, comme c'est bien mis en relief dans cette pièce Les Justes. Mais cette violence, elle peut aussi, peut-être un certain irréalisme, cette position, évidemment, peut, selon les critiques de Camus, refléter aussi un certain irréalisme politique relié à l'humanisme, le conduisant à prôner, contre vent et marée, cette cohabitation pacifique entre musulmans et européens en Algérie, à une époque où personne ne croyait plus sérieusement à cela, où c'était démenti dans le fait presque chaque jour.
Donc nul ne peut en effet contester la sincérité des propos de Camus dans son célèbre discours de Stockholm prononcé à l'occasion du décernement du prix Nobel de littérature à Camus en 1957. Mais la petite phrase concernant sa mère en Algérie, dans une Algérie française, laissant quand même perplexe, vu la situation réelle dans laquelle le pays soumis à des actions de pacification extrêmement brutales de la part de l'armée française, donc qui ne pouvait que cimenter et amplifier la résistance algérienne et le rejet du colonialisme par pratiquement toute la population musulmane à ce moment-là. Alors que Sartre justifie explicitement les attentats et actions violentes des nationalistes et insurgés algériens dans la dernière partie de la critique de la raison dialectique, donc en invoquant le droit légitime des musulmans opprimés à l'exercice de la contre-violence, Camus, tout en critiquant le colonialisme et ses méfaits, refuse non seulement toute action terroriste aveugle des combattants nationalistes pour l'indépendance de l'Algérie, mais aussi tout fanatisme idéologique, toute idéologie, en désignant non seulement le nazisme et les crimes de Staline, mais en s'en prenant aussi au marxisme tout court, en tant qu'idéologie dogmatisée de notre temps. Cette critique du totalitarisme, sous ces deux formes, n'est en effet pas sans affinité avec celle exprimée par Hannah Arendt, dont le livre « Les origines du totalitarisme » paraît d'ailleurs la même année que l'homme révolté de Camus, c'est-à-dire en 1951. C'est sans nul doute cette ambiguïté concernant son positionnement face à la guerre d'Algérie qui sera à l'origine de l'isolement intellectuel de Camus par rapport à l'intelligentsia progressiste parisienne des années 1950 à 1960, dominée par Sartre et le cercle de ses amis du quartier Saint-Germain de la capitale. Isolement qui opposera Camus comme écrivain moraliste, réformiste, libertaire et humaniste, hostile à toute violence et à toutes les formes d'intolérance idéologique et religieuse, à Sartre, l'intellectuel total, selon le mot de Bourdieu, le philosophe de l'engagement radical, qui en 1952, étant devenu compagnon, pour évidemment très peu de temps, compagnon de route des communistes, affirmera, au moment même où Camus prend de plus en plus de distance par rapport au régime soviétique et par rapport au marxisme en général, que le marxisme est devenu la philosophie incontournable de notre époque. Donc, son humanisme têtu, constate Sartre, dans un article dédié à Camus, publié le 7 janvier 1960 dans France Observateur, en hommage à l'écrivain mort tragiquement dans un accident de voiture. Donc, son humanisme têtu, je répète, étroit et pur, austère et sensuel, livrait un combat douteux contre les événements massifs et difformes de ce temps. Mais inversement, par l'opiniâtreté de ses refus, il réaffirmait au cœur de notre époque, contre les machiavéliens, contre le veau d'or du réalisme, l'existence du fait moral. Cette reconnaissance, certes tardive par Sartre, des mérites incontestables de celui qui, dans la polémique qui avait éclaté en 1952 autour de l'homme révolté, faisait figure de son plus grand rival, ne pouvait pourtant pas effacer complètement les traces qu'avait laissées la grande confrontation théorique et politique assez violente entre les deux hommes, les deux intellectuels représentant chacun à sa manière la conscience morale et politique de l'époque. Alors, le différent entre Sartre et Camus, c'est évidemment aussi le différent entre l'intellectuel progressiste de la mesure, Camus, contre le philosophe de l'engagement radical, qu'est Sartre. Sartre, quoi qu'est Camus? Camus et Sartre, la raison, l'hypothèse que c'est évidemment l'incompatibilité et la rivalité entre deux conceptions distinctes de l'humanisme et de l'engagement politico-moral qui avait provoqué et alimenté ce conflit. D'un côté, l'humanisme révolutionnaire d'un Sartre, cherchant, après avoir opéré assez longtemps le sillage de la phénoménologie husserlienne et de l'ontologie phénoménologique existentielle de Heidegger, une alliance entre existentialisme et marxisme,
et privilégiant, en prenant des grands risques, l'engagement politique radical. Donc, et de l'autre côté, vous avez l'humanisme soft d'un écrivain humaniste, socialiste, libertaire, certes, sincèrement révolté contre toutes les injustices de ce monde, mais viscéralement opposé à toute doctrine idéologique homogénéisante et hégémonique, y compris le marxisme, avec sa doctrine matérialiste de la lutte de classe et sa justification de la dictature du prolétariat. On peut imaginer deux intellectuels plus différents, plus distincts, l'un détestant de toutes ses forces la bourgeoisie, la droite, le colonialisme, l'impérialisme, la social-démocratie, l'autre humaniste, social-démocrate, libertaire, s'exprimant en étant volontairement à contre-courant pour la coexistence des Algériens nationalistes et des colons français dans une seule Algérie enfin réconciliée. L'un porteur de valise pour le FLN, des partisans d'une vraie alternative politique, à savoir l'indépendance nationale en Algérie, l'autre moraliste, plutôt partisan de réformes modérées, préférant, malgré quelques réserves, éviter toute rupture radicale avec les systèmes établis. Donc Camus souhaitait en effet maintenir l'Algérie avec ses trois départements d'Alger, Oran et Constantine dans la République française. Opposés aussi diamétralement par leurs origines sociales. Camus est né le 17 novembre 1913, dans un milieu très modeste, comme fils d'un père prolétaire, à Mondovie, petite ville située près d'Annaba, Beaune, dans le Constantinois, et d'une mère analphabète. Sa grand-mère, autoritaire et méchante, l'éduquait en le frappant régulièrement avec un air de bœuf. Sartre, né à Paris en 1905, dans un milieu grand bourgeois, ce qui le destinait à une carrière universitaire, comme agrégé de philosophie, ancien élève d'une grande école, de l'école normale supérieure. Camus, lui, entre comme boursier au grand lycée d'Alger, mais souffrant de tuberculose pulmonaire, l'éducation nationale lui interdit de passer l'agrégation. C'est un autodidacte et muni d'une simple licence de philosophie de l'université d'Alger qu'il doit préparer sa carrière d'écrivain dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Les deux intellectuels avaient donc dès le début si peu en commun qu'il n'est pas du tout étonnant que le lien d'amitié qui s'était tissé entre les deux penseurs et auteurs dramatiques au début des années 40, la première rencontre avait lieu à Paris lors des répétitions des Mouches de Sartre en 1943, s'est rompu en 1952 sur l'arrière-fond de graves divergences philosophiques et politiques. La crise et finalement la rupture avaient été en effet déclenchées par la publication par Camus de son œuvre philosophique majeure, L'Homme révolté, en 1951, livre très controversé dès sa parution et apparemment mal aimé et mal reçu par les Sartriens. Or, ce qui avait mis le feu à la poudre, c'est évidemment la publication dans le numéro 79 du mois de mai 1952 des Temps modernes, la revue de Sartre, du compte-rendu de Francis Janson, philosophe ami de Sartre, intitulé Camus ou l'âme révoltée. Un article donc il reproche à Camus, je cite, un humanisme vague, juste relevé de ce qu'il faut d'anarchisme, pour exprimer une protestation générale contre tout ce qui se fait au nom de tout ce qu'il pense qu'il serait préférable de faire. Nous plaindrons, nous, que sa protestation soit trop belle, ou trop souveraine, trop sûre d'elle-même, trop accordée à soi. Voilà ce que dit Francis Janson. D'ailleurs, on a toujours suspecté Francis Janson qu'il écrit ça directement, comme si Sartre lui avait dicté ce texte, ce qui n'est pas vrai. Tout en reconnaissant donc que ce livre est, du moins d'un point de vue littéraire, une réussite à peu près parfaite. Francis Janson regrettait en même temps l'emploi trop fréquent par Camus de formules transcendantales. Donc, par exemple, la peste n'était pas une critique transcendantale, ainsi que le fait que Camus refuserait, dans son analyse, tout rôle à l'économique et à l'historique dans la genèse des révolutions. Mais ces propos critiques étaient-ils vraiment, comme le soutiennent certains, d'une violence inouïe? On peut en douter. Ça, c'est le jugement d'Olivier Todt dans son livre Camus, une vie. Dans la République, dans sa réplique à l'article de Janson, Camus tient pourtant à préciser qu'il avait entrepris, avec L'Homme révolté, une étude de l'aspect idéologique des révolutions,
J'ai montré seulement qu'il y a dans les révolutions du XXe siècle, dit Camus, parmi d'autres éléments, une évidente entreprise de divinisation de l'homme, et j'ai choisi d'éclairer spécialement ce thème. Donc, une citation de Camus, le propos de cette analyse n'est pas de faire la description 100 fois recommencée du phénomène révolutionnaire, ni de recenser une fois de plus les causes historiques et économiques des grandes révolutions, il est de retrouver que dans quelques faits révolutionnaires se situe la suite logique des illustrations et les thèmes constants de la révolte métaphysique. Quant aux critiques exprimées par Francis Janson, et notamment face aux reproches que lui est fait de la part de l'ami de Sartre, de se désintéresser au profit de la haute théologie de la misère de ceux qui ont faim, Camus, dans sa réplique, reste catégorique. Une indécence, dit-il, c'est presque un cri d'indignation morale contre ce jugement. De Sartre, c'est la méthode de votre lecture qui est en cause et qui l'éloigne des textes, affirme. Apparemment irrité à outrance Camus en protestant en même temps contre le malentendu qu'il aurait délibérément, en privilégiant l'analyse purement idéologique des révolutions, écarté du moins négligé les déterminances économiques et sociales. N'avait-il pas affirmé, bon, c'est le contre-argument évidemment, qui a un certain poids, qu'on pouvait admettre que la détermination économique jouait un rôle capital dans la jeunesse des actions et des pensées humaines? N'avait-il pas tout simplement voulu refuser de croire que ce rôle fut exclusif? La vérité est probablement là, mais c'est évidemment la prédilection de Camus pour la révolte individuelle, indisciplinée, au détriment de la révolution collective organisée d'une classe sociale ou d'un groupe, donc dont la description phénoménologique ne l'intéresse apparemment pas, donc à la différence de Sartre, qui est exposé à tel point Camus, en tant que théoricien de la révolte, à la critique marxiste existentialiste de son temps. Certes, Camus a-t-il répliqué à ces critiques, en soulignant notamment le fait que l'histoire est quand même présente un peu dans sa pensée, mais sous le fond même, il n'est pas toujours très convaincant. Précisément là où il doit se confronter théoriquement à la dialectique marxienne et ses objectifs. Évidemment qu'il ne connaît pas très bien, mais Camus dit par exemple, je dis textuellement que Marx a mêlé dans sa doctrine la méthode critique la plus valable et le messianisme utopique le plus contestable. Le malheur est, estime Camus, que la méthode critique, qui par définition se serait adaptée à la réalité, s'est trouvée de plus en plus séparée des faits, dans la mesure où il a voulu rester fidèle à la prophétie. Ainsi, il était persuadé que la doctrine du manifeste communiste de Marx n'est plus rigoureusement exacte 20 ans après qu'en paraît le Capital. Tout simplement parce que vers la fin de sa vie, Marx se serait penché sur une prodigieuse masse de faits sociaux et économiques auxquels il fallait de nouveau adapter le système. Or, la réduction de la pensée et de l'œuvre de Marx à une pure prophétie fait, en sens raté pour Camus l'essentiel, à savoir la compréhension de l'essence même de la critique de l'économie politique de Marx. C'est ce que pourrait objectivement présenter, soigneusement élaboré par l'auteur des Grundrisse et du Capital de l'année 1884, et fondé sur une analyse scientifique des lois de l'accumulation de la production capitaliste et des contradictions ainsi générées entre le capital et le travail. Or, les marxistes, affirment en revanche Camus, qui ont fait l'histoire, se sont emparés de la prophétie et des aspects apocalyptiques de la doctrine de Marx pour réaliser une révolution marxiste dans les circonstances exactes où Marx avait prévu qu'une révolution ne pouvait pas se produire. Là, par exemple, dans la Russie tsariste. On peut dire donc que de Marx que la plupart de ses prédictions se sont heurtées aux faits, dans le même temps où sa prophétie a été l'objet d'une foi accrue. Certes, nul ne peut contester la justesse relative de ces affirmations, concernant notamment le cas de la Russie tsariste, à savoir le fait qu'il a été sans doute tragique pour le marxisme du XXe siècle que les circonstances historiques évoluent, que des marxistes révolutionnaires sont arrivés donc au pouvoir avec Lénine dans un pays qui n'était, du fait de sa très longue tradition monarchique et autocratique, tsariste, de son despotisme semi-asiatique et de sa sous-industrialisation, absolument pas mûr pour une révolution prolétarienne telle que l'avait espéré Marx. Tout simplement parce que les conditions objectives dans ce pays n'étaient pas réunies pour faire cette révolution, en sautant la phase intermédiaire, absolument nécessaire, selon Marx, et aussi selon le philosophe
néo-marxiste allemand Ernst Bloch, d'une révolution bourgeoise démocratique. C'est ce que Marx avait d'ailleurs dit et écrit, et qui délégitime en même temps toute démarche voulant absolument attribuer rétroactivement la responsabilité pour cette déviation et l'échec préprogrammé de la révolution en Russie en octobre 1917, sous la conduite de Lénine et du parti bolchevique, à l'auteur du Capital. En outre, on peut reprocher à Camus d'avoir trop polémiquement qualifié, dans ce contexte précis, Marx de prophète bourgeois, en tentant même de le comparer dans son prophétisme au plus grand idéologue de la contre-révolution, de la réaction au XIXe siècle, à savoir à Joseph de Maistre. Camus ne s'était pas rendu compte du fait que cette comparaison n'est déjà pas elle-même. Elle est sui generis absurde à l'égard d'un homme idéaliste qui, comme c'est le cas de Marx, avait consacré pratiquement toute sa vie à l'idée de l'émancipation des prolétaires, des pauvres, des exploités, des méprisés, qui a fait pour cela les plus grands sacrifices personnels. Il n'avait aucun poste statut à l'université, tout en subissant lui-même pendant de longues années de sa vie la pauvreté, l'exclusion sociale. Deux de ses enfants sont morts de malnutrition pendant les années difficiles passées par Marx et sa famille à Londres, dans l'Angleterre du XIXe siècle. Donc, évidemment, Camus n'en tient pas compte. Mais il suffit, évidemment, de lire les tout premiers chapitres de L'Homme révolté, et notamment les chapitres consacrés à Bakounine, aux terroristes anarchistes russes, à Nechayev, à Bessal, à Fakalyaev, à Bielinski, à Kravchinsky, etc., pour comprendre que ce qui compte beaucoup plus pour Camus que Marx, ce sont en effet les penseurs libertaires et anarchistes du XIXe siècle, et tous ceux qui ont, au sein même de la première internationale autour de Bakounine, se sont opposés à Marx, soupçonnés de prôner un régime communiste autoritaire. Donc c'est dans la continuité et dans l'horizon des penseurs libertaires de la révolte que Camus analyse l'œuvre et la pensée de Marx et de ses continuateurs historiques au XXe siècle, ce qui ne met évidemment pas vraiment à l'abri d'un certain ressentiment anti-marxiste, mais qui n'est pas celui d'un homme conservateur, mais celui d'un socialiste libertaire, toujours très attaché à l'idée de la justice sociale. Évidemment, les purges organisées par les agents du Comintern contre les membres du POUM et les anarchistes espagnols pendant la guerre civile espagnole, les procès de Moscou de 1937, les purges et les procès staliniens des années 37-38, 39, le coup d'État des communistes à Prague en 1948, l'affaire Reich à Budapest en 1949, et d'autres manifestations de la fureur et de la terreur stalinienne ont pu conforter Camus dans ses réserves contre la révolution marxiste au XXe siècle. C'est tout à fait compréhensible. C'était probablement même déterminant pour son attitude générale, plutôt réservée à l'égard des marxistes, et son choix idéologique en faveur du camp libertaire. À propos de cela, Olivier Todt nous rappelle, à juste titre, que Camus défend à combat les socialistes, avec Albert Olivier et Raymond Aron, qu'il attaqua Maurice Merleau-Ponty, accusé d'anti-humanisme et de complaisance à l'égard du stalinisme, à propos de son article « Le yogi et le prolétaire » dans Les aventures de la dialectique, 1955, en pensant que le danger réel pour l'Europe et la liberté venait plutôt de l'Est, de l'URSS et des pays socialistes du bloc de l'Est, et non pas des États-Unis. Alors que Sartre, à l'époque, comme compagnon de route des communistes, pensait exactement le contraire. Il montre aussi comment cela peut motiver Camus à défendre même De Gaulle contre Maurice Thorez. Donc je cite une phrase du livre d'Olivier Todt, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord. Je dis, nous avons des différences, mais il y a certains jugements sont tout à fait exacts. Sûr que son livre est quand même très important. Camus croit à la richesse infinie de l'existence. Oui, il croit à la richesse infinie de l'existence et les socialistes social-démocrates sympathisant avec le socialisme à la suédoise et les travaillistes britanniques. Camus défend de toutes ses forces de droit à la révolte contre toutes les injustices commises par le capitalisme et la société bourgeoise, mais se méfie en même temps des révolutions. Selon lui, la révolution, et la liste des exemples historiques qu'on peut citer à propos de cela est assez longue, ne peut que traduire ces idiots initiaux.
En optant pour et en pratiquant la violence, elle verse délibérément le sang de beaucoup de gens innocents. Elle dévore aussi ses enfants par la pratique de la terreur. Fin de citation. Donc c'est sans doute ce scepticisme viscéral à l'égard des révolutions sous toutes ses formes, qui a pas de révolution française, par exemple, les restes focalisés sur les révolutions marxistes du XXe siècle. Ce scepticisme de toutes ses formes qui a déterminé aussi le jugement critique porté par Camus sur Marx, le marxisme en général, et qui a aussi causé et conditionné, en dernière instance, je pense, sa rupture avec Sartre en 1952, ainsi que son attitude ambiguë à l'égard de la résistance algérienne. En effet, le marxisme se trouve, selon les termes employés par Albert Camus lui-même dans leur nouveauté, rabaissé au rang d'une métaphysique des luttes de classe et d'une doctrine des antagonismes socio-économiques peu convaincantes, portant en son sein les germes d'un totalitarisme. Ce qui atteste donc un refus assez catégorique de la part de Camus d'apercevoir ou de reconnaître la doctrine de Marx et d'Engels comme une philosophie de l'émancipation, une philosophie matérialiste de l'émancipation qui s'était fixée le but de libérer l'homme travaillant de toutes les formes d'aliénation, d'exploitation et de domination. Ce qui est ignoré par Camus et ce qui constitue sans nul doute un problème majeur non résolu de sa propre philosophie progressiste, car Camus se situe sans aucune ambiguïté dans le camp de la gauche non communiste, c'est le problème de la possibilité ou de la non-possibilité d'un sujet collectif d'émancipation. C'est le passage de l'acte révolte singulière, individuelle, subjective, à l'action émancipatrice collective. Tandis que Sartre déploie, dans la première partie de la critique de la raison dialectique, tout un dispositif théorique analysant phénoménologiquement la dialectique des rapports intersubjectifs complexes conduisant du sujet isolé, désérialisé, en groupe en fusion et du groupe en fusion spontanément constitué dans un processus de révolte vers l'action collective d'un groupe ou d'une classe sociale dans le processus historique. Camus, viscéralement hostile à la dialectique et à la logique marxiste de la lutte de classe, se retranche volontairement derrière l'individu, en validant, en ne reconnaissant que l'individu en révolte. C'est sans nul doute une des raisons, sinon la principale, pourquoi dans l'homme révolté, Max Stirner, ce représentant unique d'un anarchisme individualiste, l'auteur de l'unique et sa propriété, est traité, malgré la critique du caractère nihiliste de ses actions, avec de tels honneurs par Camus, tandis que Marx reçoit des mauvaises notes pour sa prophétie messianique, à savoir pour une philosophie apparemment mal comprise par le grand penseur de l'absurdité de l'existence humaine, fondée essentiellement sur une critique de l'économie politique qui, aux yeux d'une philosophie purement existentielle et morale, et anti-économique par excellence, qui est celle de Camus, ne mériterait donc que mépris et incompréhension. Autrement dit, c'est l'articulation de l'exclusivité accordée à la capacité du seul sujet particulier, isolé, de se révolter contre l'injustice, avec le refus d'une critique scientifique des contradictions socio-économiques, amplifiée par une théorie de l'émancipation sociale fondée sur la lutte des classes, qui caractérise ces fortes réserves de Camus à l'égard de Marx et du marxisme et à l'égard de l'existentialisme sartrien, et qui ont aussi pu conduire l'auteur de L'homme révolté à assumer finalement son attitude non seulement antitotalitariste, mais aussi anticommuniste. Certes, Camus évoque toujours à son honneur son intolérance quasi organique à l'injustice. Mais comme le souligne entre autres Michel Onfray, il ne s'explique pas pourquoi il se trouve de facto aux côtés des humbles, des humiliés, des gens de peu maltraités, et avoue être incapable de dormir du sommeil du juste en présence de la misère des plus démunis, mais le constate. Mais sa prestation, si je le souligne encore une fois, demeure purement morale, ne rejoignant jamais, sur le plan théorique et pratique, la contestation et la critique scientifique de cet ordre injuste du capitalisme par Marx et le marxisme. On peut admettre donc à ce propos donc, que cela s'est produit évidemment sous l'influence déterminante, sous la pensée camusienne, du nietzschéisme, et plus particulièrement sous l'influence de la théorie de l'idiosyncrasie qui met en perspective la pensée et le corps,
qu'il a produit la philosophie de l'autobiographie des philosophes, sa vision du monde et sa situation dans le monde, comme le souligne entre autres Michel Onfray. Et je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté.